Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour les fans. Voilà, ce soir, petit comité, je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Ciao a tutti. Et je suis avec Varam. Salut Varam. Salut les gars, salut l'équipe. Bon les gars, vous vous êtes bien remis de ce match-là. On commence cet épisode tout juste à la fin d'un magnifique match entre l'Inter de Milan et la Juventus de Turin. Les gars, vous êtes contents de ce match? En gros, je leur avais dit qu'on n'allait pas parler de ce match, mais quand même, je peux pas ne pas le mentionner. Le supporter de l'équipe qui menait 4-2 est obligé de tirer un peu la tête, mais voilà, c'est l'essentiel et que finalement la deuxième place est conservée ce soir. Et toi, Varam, t'es satisfait? J'imagine ton équipe a remonté au score, un score largement déficitaire, donc quand même satisfait. Puis d'arracher un point à Giuseppe Meazza, c'est pas mal. Oui, alors j'ai malheureusement pour des raisons techniques et des raisons d'organisation familiale, j'ai pas pu regarder la dernière demi-heure. Donc quand j'ai quitté le match, il y avait 4-2, donc effectivement, je peux être que satisfait. D'autant plus qu'on sortait d'une prestation abominable en Ligue des Champions contre Stuttgart. Voilà, aujourd'hui, ce match-là, il faut pas le perdre parce qu'il y a une grande rivalité et puis bah, on a pas mal de problèmes en ce moment avec une défense. Il nous manque Bremer et ça, on va se le tirer toute la saison. On doit jouer avec un ancien joueur de foot qui s'appelle Danilo qui à chaque match nous en fait une. Donc voilà, je suis satisfait vu la physionomie du match. Ok, bon, si vous êtes d'accord, les gars, on va quand même parler un peu de notre club, de Neuchâtel Xamax. Donc, au sommaire de cet épisode 11, alors, long déplacement au Tessin oblige. On s'est réservé un petit programme allégé. Moi, personnellement, au moment où on enregistre l'épisode, je suis rentré il y a 1 heure du Tessin. J'ai profité de passer un peu le week-end là-bas parce que voilà, faire 3 heures et demie de route aller, le match et retour, c'est quand même compliqué. Donc voilà, la météo n'était pas là, mais j'ai quand même un peu profité. Donc on va débriefer justement le match qui a eu lieu ce samedi 26 octobre contre la Sebellinzone au Stadio Comunale. Et puis on fera du coup en fin d'épisode le briefing de notre prochain match qui nous verra affronter le FC Ville. Voilà, on peut attaquer directement avec le débriefing du match. Alors, en général, messieurs, qui dit débriefing du match à Bellinzone, c'était plutôt des débriefings pas très joyeux. Hein. On a l'habitude d'être revenu avec la moue du Stadio Comunale, que ce soit par le résultat, puisque c'est un stade qui nous a pas beaucoup réussi ces dernières saisons en Challenge League, mais aussi au niveau de la manière. Hein. C'était souvent ce qu'on appelle des purges dans le langage des puristes du football. Mais ce samedi, eh bien, il n'en a doublement pas été le cas, puisque non seulement Neuchâtel Xamax s'est imposé 2-0, mais au-delà du résultat, c'était un match relativement plaisant à voir. Alors on va commencer, messieurs, par nos habituelles réactions. Donc on a Serge qui nous dit « Belle victoire et soirée parfaite grâce à vous et les réactions des joueurs et entraîneurs. » Alors merci beaucoup Serge, ça nous fait plaisir. Alors je m'attendais quand j'ai lu le début de ce commentaire qu'il allait parler, qu'il allait remercier les joueurs, mais non, et là ça s'adresse à l'équipe de Xamcast, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. On a Grégoire M qui nous dit « Ils savent réagir après une claque, bravo ». Alain qui nous dit « Un bien fou et l'espoir d'avoir 4000 personnes vendredi prochain pour 3 nouveaux points ». Grégoire J qui nous dit très belle opération et enfin un blanchissage, pardon, bravo. On a notre animateur Michael. Alors Michael, lui, il a effectivement l'habitude quand il peut pas participer à l'épisode et livrer son analyse au débriefing, il nous met un petit commentaire. Une attaque tessinoise globalement muselée et plusieurs bonnes actions créées, un match maîtrisé. On y reviendra. Et puis, on a Lucas qui nous dit deuxième victoire consécutive au Tessin. Maintenant, il faut faire 3 points à tous les matchs. Bon, bah oui, effectivement, c'est toujours l'objectif, mais ces 3 points-là, on les prend. Et on a Yvan qui nous dit ah bah, c'est du propre.
Voilà, alors on peut commencer, messieurs, peut-être avant de décortiquer comme d'habitude les demi-temps, les phases de jeu de ce match, on peut parler un peu du sentiment général. Alors Mathéo, toi tu étais à Casso pour assister au match. Non, je rigole avec ça parce que tu étais dans le COP visiteur et le COP visiteur, je pense, c'est le pire déplacement Bellinzone parce que vous êtes tellement loin de l'action. Mais comment tu t'es senti à la fin de cette confrontation, Mathéo? Alors moi j'avais très très peur avant le match parce que on rentre plus ou moins dans la période de l'année où Xamax ces dernières saisons, quand ils ont eu la bonne idée de bien lancer leur saison, on rentre souvent dans cette phase de tunnel noir où on rate finalement, c'est là qu'on rate la course et qu'on lâche le train pour la promotion. Donc j'étais très inquiet avant ce match-là parce que on a face à nous une équipe, déjà on n'aime pas vraiment aller au Tessin de base. Et là, on avait une équipe de Bellinzone qui nous avait baladé à la Maladière et qui est quand même cette année un peu meilleure que les années précédentes. Je me suis donc retrouvé très soulagé par le résultat, par la manière. Et puis, si je peux me permettre une petite boutade, c'est que moi qui suis souvent en train de me dire, enfin, qui suis souvent en train de me dire avant d'aller au Tessin, au moins, quand il fait beau, on a droit à des beaux paysages. Ben, les 2 dernières fois où on a gagné à Bellinzone, il a plu. Donc maintenant, il faut qu'il pleuve chaque fois qu'on va jouer au Stadio comme on est allé. C'est Je la me leçon suis dit que je tire. exactement la même chose, effectivement. Varam, toi, tu étais donc bien au chaud chez toi pour regarder ce match. À la fin, quand l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final, t'étais comment? Bah écoute, j'étais enchanté parce que c'est vrai qu'avant le match, bah forcément il y avait une petite appréhension vu qu'on a quand même un passif et un historique au Stadio Comunale, ce charmant stade pas très très positif. On sortait d'une grosse claque à la maison contre Étoile Carouge, donc c'était peut-être pas le match sur le papier le plus idéal pour se relancer. Mais à la fin du match, soulagé et puis vraiment heureux parce que je pense que là, on peut le dire, on tient notre match référence. Et vraiment, tactiquement, j'ai été enchanté par ce que j'ai vu de la première à la dernière minute. On va décortiquer ça, mais vraiment, on a fait un match plein, on a été solide. Et vraiment, 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 si on joue comme ça, on monte. Voilà, j'avance mes pions, mais si on joue comme ça, il n'y a pas de raison qu'on ne monte pas. Voilà. Voilà, alors tu t'avances un peu, hein, effectivement, Varam, mais on y Voilà, je reviendra tout m'avance. au long. Voilà. On y reviendra tout au long de ce débriefing. Alors, au coup d'envoi, Uli Forte, il y avait quand même quelques questions sur la composition et le dispositif tactique. Alors, déjà, le premier choix, c'était à combien on allait jouer derrière. Alors là, rapide éclaircissement, hein, dès le moment où on voit la composition paraître, on sait qu'on va jouer à 4. Et puis là, petite surprise, ouais, demi-surprise, on va dire, c'est Euclides Cabral était remplaçant. Uli Forte a fait le choix de titulariser Michael Gonçalves sur le côté droite. Le retour de Jonathan Fontana après son match de suspension. Et puis, sans surprise, Johan Epito et Lavdri Maïroulaou qui assure l'axe de la défense. Et puis ensuite, il y avait encore deux inconnus. La première, c'était le choix des ailiers. Puisqu'il y avait quand même 4 joueurs à disposition pour occuper ces postes-là, à savoir Samir Hamizi, Pascal Onyekashi, Francesco Lentini et Guillaume Fourer. Et là, ben, du coup, Uli Forte a fait le choix d'aligner Samir Hamizi et puis Pascal Onyekashi. Messieurs, vous étiez surpris de ce choix ou pas du tout? Vraiment à toi l'honneur. Alors écoute, sur Samir, non, à moitié parce que il revient de blessure et je pense qu'il a besoin de retrouver le rythme. Il a fait une entrée un peu poussive le match d'avant, mais ce qui est normal. Donc voilà, je pense que il avait besoin d'avoir du temps de jeu pour qu'il retrouve un peu le rythme. Sur Onyekashi, même si Fourer, c'est vrai que ses dernières prestations étaient un peu insuffisantes. C'est vrai que Onyekashi, il était un peu passé à la cave ces dernières semaines, donc ça a été oui, je pense plus surprenant, mais vu la physionomie du match, ce choix donnait raison à notre mystère. Ouais, Mathéo. Ouais, je suis assez d'accord. Finalement, moi, j'étais assez content de le voir démarrer et puis particulièrement de voir l'impact qu'il va avoir sur ce match parce que c'était un joueur, en ayant suivi la plupart des matchs de préparation en live, c'était l'un de ceux qui avait effectivement plus que gagné sa place dans l'effectif à la suite de ses prestations en préparation.
Et comme tu l'as dit, Varane, il avait un peu passé à la cave ces dernières semaines, notamment Neymar qui s'était démontré bien plus sur le haut de l'affiche que lui. Donc je suis content aussi qu'un joueur comme ça puisse démontrer encore qu'il est présent parce qu'il a des qualités à faire valoir dans cette équipe et des qualités qui sont plus qu'utiles pour le développement du jeu offensif de l'équipe. Oui, alors moi, je j'étais pas spécialement surpris parce que tu l'as dit avant, Varane, ben, Guillaume Fourer a eu des prestations relativement en dents de scie ces derniers matchs. On voyait que c'était compliqué hein, pour lui. Et puis, ben voilà, je pense qu'un petit passage sur le banc était aussi salvateur, pas forcément pour le punir en soi, mais aussi pour ne pas trop prolonger cette spirale où il a du temps de jeu, mais malheureusement, il n'arrive pas à l'exploiter. C'est aussi ça, des fois, les décisions d'un coach, hein, c'est de dire, ben, on préserve aussi un petit peu le côté mental pour le joueur qui doit beaucoup cogiter quand ça tourne pas dans son sens. Francesco Lentini, alors lui, c'était différent. Il a fait plutôt des bonnes performances quand il a eu du temps de jeu, mais Francesco Lentini, il est encore jeune et je pense que c'est pas le joueur qu'il faut titulariser à chaque match. Il doit avoir du temps de jeu régulièrement pour progresser, mais voilà. Et puis en plus sur une pelouse glissante avec une équipe qui a des qualités techniques en face, mais qui a aussi des qualités physiques. On l'a vu contre la rugueuse défense de Carouge, il a été quand même passablement bougé, donc c'était compliqué. Donc c'était un choix aussi logique. Donc dès le moment où il fait ces choix-là, ben voilà, il y a deux autres joueurs à disposition et on a rapidement compris que le mot d'ordre, en tout cas du côté droite, ça allait être d'amener beaucoup de verticalité et de profiter des énormes qualités physiques et de vitesse chez Onyekashi. Et puis ensuite, la troisième petite incertitude, c'est qui allait occuper le troisième poste entre guillemets au milieu du terrain parce que si dans l'axe du milieu du terrain parce que si les titularisations de Kenan Fatkic et de Fabio Saiz s'imposaient et ben là pareil il y avait plusieurs choix qui se présentaient à Uli Forte. Il pouvait décider d'aligner Samir Ramizi dans ce poste plutôt axial offensif. Il pouvait décider d'aligner Fabio Saiz et puis d'aligner plutôt Giovanni Bamba aux côtés de Kenan Fatkic. Il y avait la possibilité moins réaliste, mais aussi quand même possible de donner du temps de jeu à Marwan Kalam, hein, c'est son poste naturel quand même. Et puis le choix en fait de titulariser Giovanni Bamba comme troisième milieu de terrain axial n'a pas été si surprenant que ça. Par contre, sa position sur le terrain l'a été un petit peu plus. Et messieurs, on va y revenir dans les actions de jeu, mais c'était un franc succès. On s'est régalé avec Giovanni Bamba dans ce poste. Oui, alors absolument. Donc, au fait, le coach a opté pour une solution qu'on avait évoquée plusieurs fois dans les épisodes précédents. Et ça a été clairement le coup de maître de ce match. Et je pense que ça a été la clé de voûte du match. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on réitère dans cette filière-là parce que on a été au milieu, on a été d'Impérial. Hein. Donc, on va décortiquer ça, mais je pense qu'il y a eu certains coulissements, certains mouvements qui ont amené de la solidité à notre équipe, qui ont également amené un équilibre pour se projeter vers l'avant. Parce que Bamba, au-delà de ses qualités athlétiques certaines, il est très bon aussi techniquement. Il est sorti plusieurs fois balle au pied pour casser les lignes, ce qui a fait qu'on a pu respirer. Parce que quand vous avez une équipe qui vous presse, c'est toujours bien de casser le rythme, d'obtenir la faute, ce qu'il a obtenu presque systématiquement. Et au fait, ça a fait monter l'équipe et vraiment, vraiment, ça a été un choix fabuleux. Et il faut vraiment qu'on continue dans cette filière-là parce que là, je pense qu'on tient quelque chose vraiment. Ouais, alors on en a beaucoup parlé en semaine quand on préparait un petit peu ce match. On savait déjà que Hussein Touati n'allait pas pouvoir jouer. Et puis c'est vrai, Matteo, on s'attendait à voir ce trio Fabio Saez, Kenan Fatkic et Giovanni Bamba alignés en même temps. Mais pas forcément dans ce dispositif-là. Moi, Mathéo, on pensait quand même qu'on allait plus mettre en avant les qualités balle au pied et puis offensive de Fabio Saiz et puis qu'on allait cantonner Giovanni Bamba à ce rôle de récupérateur, de filtreur aux côtés de Kenan Fatkic. On s'attendait vraiment à ça, Mathéo. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas été habitué à voir Bamba évoluer aussi haut. Mais après, c'est le fort aussi d'un entraîneur de pouvoir surprendre par moment.
de pouvoir faire des choix qui étonnent le vil peuple, mais qui sont faits selon certainement une réflexion interne approfondie. Et c'est l'exemple parfait de ce choix-là, je pense. Ouais, les qualités de Giovanni Bamba, alors on les connaissait, physique, crocheur, avec de grosses capacités à récupérer et puis à faire la première relance, on va dire. Mais là, il nous a vraiment épaté aussi par son travail balle au pied, sa capacité à éliminer les joueurs en 1 contre 1, voire même des fois en 1 contre 2. Hein. Il a réussi des phases de jeu vraiment magnifiques dans ce registre-là. Et puis aussi, voilà, dans les qualités de passe pour les joueurs offensifs, les joueurs finisseurs. Alors, c'est pas lui qui était à la fin des actions, mais vraiment des grosses qualités. Donc, tactiquement, c'était vraiment une masterclass, comme on dit, et ça a commencé très fort, puisque dès les premières minutes de jeu, il y a une tendance claire qui se dégageait. Un Xamax bien regroupé, très compact, solide derrière, un Bellinzone très embêté, on va dire, à la relance. Ils voulaient pratiquer un peu leur jeu rapide, mais ils n'y arrivaient pas. Et puis, dès la récupération de balles, parfois très haut sur le terrain, on lançait la fusée Onyekashi. Et avant l'ouverture du score, qui est déjà intervenu à la 8e minute, le même Onyekashi avait bénéficié de déjà 2 grosses occasions, hein, qu'il a, on va dire, un peu galvaudé avec des gestes techniques approximatifs. Mais ce but de la 8e minute, même s'il tombe très tôt, il est déjà dans la physionomie du match. Varane, absolument logique. Oui, absolument. Donc on a très bien commencé justement avec ce milieu complémentaire et très performant. Et puis donc sur une longue balle de Bayrou Laou qui nous a refait un peu le même coup que contre Chafouz. Hein. C'était lui qui avait fait cette ouverture pour Korokone sur le deuxième but. Donc là, bah voilà une longue balle. Il voit que Bonyekashi fait l'appel dans l'espace. Le contrôle est suffisant, on va dire. Il se la met dans la course et puis bah, après il avance et puis avec sang-froid il ajuste Benzler et puis bah, là on se met directement sur les bons rails. Oui, on notera quand même la soirée difficile, hein, pour Mihailovic, puisque c'était lui qui avait la lourde tâche de marquer Onyekashi, mais au niveau rapidité, il n'y avait pas photo entre les deux hommes ce soir-là, Matteo. Non, c'est sûr que Onyekashi nous a démontré dans un match comme hier toutes ces qualités qu'on avait déjà entreaperçues en préparation. Je pense que c'est vraiment ça a vraiment été la surprise du chef du mercato d'été. Parce que pour le reste, il y a pas mal de recrues dont on avait déjà pu voir les Ouais, qualités c'est au ça, parce qu'on sein ne le du. connaissait pas du tout, hein, lui, c'est C'est surtout ça, ça. c'est qu'il débarque, on se dit, mais c'est qui ce mec? Et moi franchement, j'avais déjà, je le dis, j'avais déjà beaucoup apprécié son apport en préparation. Je m'étais déjà dit pendant la période de juin-juillet que ça pourrait être une arme intéressante par rapport à un profil un peu atypique si on compare au reste des joueurs offensifs qu'on a dans l'effectif. Et c'est vrai qu'hier soir, il l'a magnifiquement démontré, quoi. Et dans un premier temps, avec ce but où il part en profondeur, il est finalement, il domine son adversaire en vitesse, et puis après, il n'y a pas de fioriture, c'est clair, c'est net, le crochet et la frappe hors de portée la frappe hors de portée du gardien, quoi. Bon, Hensler, il n'a pas bonne mine sur ce but. La frappe, elle était quand même un peu sur lui et voilà, mais on prend. Et à ce moment-là, c'est logique, même si on a disputé seulement 8 minutes de jeu, mais on s'était déjà créé plusieurs grosses opportunités, donc c'est une ouverture du score logique. Et puis ensuite, il y a cette tendance, en fait, elle continue jusqu'à peu près à la demi-heure, c'est-à-dire un Bellinzone complètement gêné à la relance. Ils n'arrivaient pas, ou très peu, à se créer des occasions parce on était compact et puis on était surtout vif sur les duels défensifs. Il y avait de la solidarité et puis je pense un changement par rapport aux autres matchs. Peu de prise de risque défensive, c'est-à-dire on a vu un Varane sur des phases des fois où on sentait que Bellinzone pouvait passer sur le côté, où il y avait un duel 1 contre 1 qui pouvait être dangereux s'il était perdu.
zéro prise de risque, on dégageait le ballon en touche, on se replaçait. On a essayé en fait de donner aucun espace et aucune possibilité à Bellinzone d'attaquer vraiment dans la profondeur, rapidité dans le jeu, ce qu'ils avaient très bien réussi à faire au match aller. Donc on a très bien verrouillé défensivement ce match Varane, mais là on est toujours sur la première mi-temps, mais globalement on a très bien verrouillé ce match défensivement parlant. Oui, absolument. Donc, je pense qu'on va revenir sur ce fameux triptyque Bamba, Fatkic, Size. Je pense que ça a vraiment été l'explication de cette masterclass. Parce que déjà, devant la défense, on avait un filtre qui était beaucoup plus conséquent. En plus, en phase de non-possession, c'était Bamba qui montait pour aller presser. Ils ont été énormément gênés avec ça. Et puis, il y a eu cette alternance avec Size. Quand on attaquait, c'était Size qui coulissait, Bamba qui descendait. Et puis, quand on n'avait pas la balle, c'était au fait l'inverse. On les a énormément gênés. Et cette solidité au milieu a fait que derrière, on a été serein. Il faut mettre aussi au crédit de l'excellent match de Fontana, Oui. qui en ce début de saison défensivement a été un peu à la peine, et je pense aussi qu'il a été énormément rassuré aussi par ce qu'il avait devant lui, parce que vraiment devant c'était très 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 solide. Il a été excellent, il a été concentré. Il a fait certains replis défensifs aussi qu'il n'avait pas fait les matchs précédemment. Et je pense voilà, que ce milieu a vraiment apporté une assise, une stabilité, une tranquillité. Et puis, comme je vous avais dit dans le groupe WhatsApp, à moins d'une erreur individuelle incroyable ou d'un exploit individuel de Bellinzone, j'avais dit ce soir on va faire clean sheet. Voilà, parce que moi j'avais vraiment cette impression que par rapport au match précédent, on avait vraiment ce filtre, on avait vraiment cette assise. Et puis surtout, je pense qu'on avait une trame, on avait un plan de jeu et on l'a suivi vraiment fait à la lettre. Et je pense que c'est pour ça que défensivement on a été très bon. Et aussi, noter que Domeragic, même s'il est en reprise, il a été excellent samedi, parce qu'aussi je sens qu'il a été tranquillisé, parce qu'il ne faut pas oublier que Domeragic, c'est un jeune gardien qui peut-être en début de saison, il n'avait pas confiance en sa défense et vice-versa, et qu'il était un peu fébrile. Mais là, je l'ai senti beaucoup plus serein, et je pense aussi que ça lui a amené une certaine sérénité. Et ça, il faut pas non plus négliger ça, parce que Domeragic, comme c'est un jeune, c'est pas au fait un gardien style Ferro qui par son charisme va transmettre une sérénité à la défense. Je pense que quand on a un gardien jeune comme Domeragic, il faut avoir une défense qui puisse le tranquilliser aussi. Et hier, je l'ai senti vraiment beaucoup plus serein, et il a sorti notamment un magnifique centre un peu fuyant à la 30e minute, si je dis pas des Oui, bêtises. C'était un c'est ça. centre un peu... Voilà, ouais, c'est un centre un peu fuyant, rater. Et ça peut paraître anodin, mais ça, c'est une parade qui est vraiment difficile à faire et qui est vraiment précieuse, hein. Oui, je partage totalement ton avis. On l'a vu aussi, je trouve, beaucoup plus sortir. Alors, Edin Omeragic, il est très grand, hein, il mesure, sauf erreur, 1m98, si je me trompe pas. Et puis, je trouvais qu'il exploitait pas totalement cet avantage de taille dans des phases sur les corners ou sur des coups francs dans sa zone. Et là, il est beaucoup sorti sur des ballons aériens ou sur des corners ou autres, ou coups francs de Bellinzone. Et puis, il est venu cueillir plusieurs ballons. Alors, c'est pas grand-chose en soi, et vous me direz que c'est le job de base du gardien, mais il n'y avait pas ça sur certains autres matchs, et là, il donne de la tranquillité à la défense, mais il se donne de la tranquillité à lui aussi. Et puis c'est clair, quand le bloc défensif devant lui est bien en place, laisse très peu d'opportunités à l'adversaire, que l'adversaire doit soit se reposer sur un exploit individuel, sur une action parfaite, et voilà, ils font des frappes compliquées qui sont plus ou moins faciles à accueillir pour un bon gardien. Donc voilà, c'est un match plein, et je peux vous dire qu'à la fin, Edin Omeragic, il était vraiment très 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 content, et on était au moins aussi content pour lui que lui était content de cette clean sheet. Et puis même ses coéquipiers qu'on a eu à l'interview, ils n'ont pas manqué de relever ce point-là, et puis d'être vraiment extrêmement content. On sent que ça lui tenait vraiment à cœur de garder cette cage inviolée, et on l'espère que ça lance, c'est un déclic pour lui, parce que honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'on garde notre cage inviolée ce samedi à Bellinzone. Je le voyais plus peut-être pour le match contre Ville, d'avoir cette option de faire ce premier clean sheet.
voilà, il est venu là et puis tant mieux pour toute l'équipe parce que finalement c'est toute l'équipe aussi qui le voulait. Donc il y a cette phase de jeu qui commence par ce fameux centre-tir que tu évoquais, Varam, où on laisse un peu plus l'initiative du jeu à Bellinzone, c'est clair. Alors moi j'ai eu un peu peur parce qu'entre-temps on avait quand même gâché 2-3 occasions. Il y a eu une bonne occasion pour Bamba, une bonne occasion pour Size, et puis on aurait dû logiquement mener 2, voire peut-être même 3-0 en étant extrêmement réaliste et optimiste dans notre analyse. Mais si on avait tué nos actions, il y avait 3-0 à la mi-temps et puis voilà, ça aurait été encore plus compliqué pour Bellinzone de revenir. Il y a que 1-0 à la mi-temps, pas de grosse occasion en fin de première mi-temps pour Bellinzone. Et puis le début de la deuxième mi-temps, c'est un petit peu cette tendance-là aussi, c'est-à-dire que Bellinzone, logiquement, ils étaient menés au score, ils ont fait un changement avec l'entrée d'El Ghoul qui nous avait fait beaucoup mal au match aller, donc pour donner un peu plus de poids au milieu de terrain, un peu plus de créativité. On a, je ne veux même pas dire souffert, mais on a laissé le jeu, on va dire, à Bellinzone avec quelques phases offensives intéressantes, mais pas de frappe dangereuse. Et puis dès l'heure de jeu, on reprend le contrôle et puis on loupe une première fois le but du chaos avec cette frappe de Ramizi. Alors Varam, on se demande encore comment il a pu la rater celle-là. Oui, alors effectivement, c'est toujours plus simple de notre canapé, mais Oui, c'est vrai de toute que façon. voilà, c'était plus dur de la mettre au-dessus que de la mettre au fond, mais sur cette action, il faut absolument souligner la talonnade géniale de notre ami Demassay. Bah, ça, c'était un coup de génie. Et je me demande si Ramizi a même pas été surpris lui-même, quoi. C'est possible, mais c'est vrai que là, c'était la 57e, je crois, hein, ça doit être dans ces eaux-là. C'est vrai que si on marque le deuxième là, on a moyen de faire une dernière demi-heure très 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 tranquille. Et malheureusement, avec Zamax, on a souvent raté ce genre d'occasion. Et à la fin, on repartait pas avec les 3 points. Heureusement, hier soir, on a eu un happy end, mais c'est vrai que ce genre d'occasion, faut les mettre au fond parce que le foot est souvent assez cruel et quand on rate ce genre d'occasion, souvent on se fait prendre à la fin. C'était la 53e en fait, pas la 60e. Voilà, ouais. Et puis, à la Juste un truc, 71e, Omer Agic effectue, on va dire, son seul gros arrêt du match, à mon avis, mais il le fait très bien. Et il dévie un tir de Chacon sur le poteau. Alors, Mathéo, sur le direct, depuis derrière les buts, vous n'avez même pas réalisé que le ballon avait fini sur le poteau. Hein. Oui, oui, je voulais juste dire une dernière chose par rapport à Oui, l'occasion de Machaï, enfin de Ramizi d'avant. C'est que je partage assez finalement le point de vue, le point de vue qu'avait mon pote à côté de moi. C'est que selon moi, le raté, il s'explique assez facilement, c'est qu'il cherche trop la puissance et pas assez à la placer. Et pour moi, quand tu es à 5-6 mètres du but comme ça, ta priorité doit être de cadrer. Et malheureusement, je pense qu'il met un peu trop de force et pas assez de précision. C'était la seule parenthèse que je voulais rajouter sur l'occasion précédente. ouais, après, le Maintenant, oui, ballon, il arrive comme ça, et des fois, tu dois le reprendre un peu comme il vient, et puis ouais, mais c'est pas on toujours a, on a vraiment simple. l'impression, depuis l'autre côté du stade, on a vraiment l'impression il veut la mettre le plus fort possible, alors que tu es à 6 mètres, t'as pas besoin de 6-8 mètres, t'as pas besoin d'allumer comme ça. Non, il n'y a pas besoin de Mais mettre beaucoup de puissance. Juste dévier la trajectoire du ballon, changer la trajectoire du ballon peut suffire. Et puis après, c'est une question de position du corps, en fait. mhm. Plus, en général, on se penche vers l'avant, plus on a de chances de pouvoir cadrer dans les limites du but. Un corps penché en arrière, si vous avez déjà essayé de tirer un ballon de foot en étant complètement penché vers l'arrière, le ballon, il a des chances de partir dans les étoiles. Donc c'est vraiment une question aussi de posture. Donc des fois, c'est voilà, il faut aligner la gestuelle parfaite pour réussir le geste. Après, s'il la cadrait, peut-être qu'Enzler faisait l'arrêt, il avait bien suivi le ballon, donc voilà. Mais c'était quand même une grosse occasion. Il y a eu cette occasion de Chacon qui restera, Varam, finalement la seule grosse alerte du match pour Oui, nous. absolument, absolument. Donc ça a été la seule alerte vraiment chaude. Et puis là, ben, Domer Agic fait le job. C'est là qu'on voit les bons gardiens. C'est quand ils ont un arrêt à faire et puis ils le font. Ça a été fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'après la grosse occasion ratée par Ramidi, on a eu une grosse sueur froide, mais finalement
La balle va mourir sur le poteau. Et Ouais, puis, gros arrêt et puis un petit peu de réussite parce qu'il la dévie 5 centimètres pas assez et puis elle finit quand même dans le petit filet. oui, alors après, bon, bah voilà, les gardiens vous diront que les grands gardiens ont cette touche de réussite, hein. Donc voilà, il en Ouais. faut aussi un peu. C'est un match globalement où tous les petits rebonds, les petits. Il y a eu cette action sur le poteau, mais il y a eu parfois des actions où c'était la forêt de jambes et puis c'était un Tessinois qui touchait le ballon en dernier alors qu'il sortait des limites du terrain. On peut pas se plaindre des rebonds et des seconds ballons sur ce match. Ça a quand même passablement tourné en notre avantage. Et puis, finalement, on a définitivement tué le match à la 80e minute. Et puis, ce but, il porte deux noms. Il porte le nom tout d'abord de Pascal Onyekashi pour la construction de l'action. Et puis, il porte le nom de Skelkim Demassai qui est à la conclusion. Mais quelle conclusion! Varam, je sais que tu t'es régalé sur ce but. Est-ce que tu veux te régaler à nous le raconter? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est notre ami Mihailovic qui a passé vraiment une soirée compliquée, donc qui se fait complètement prendre par notre ami Boniekashi qui, avec un contrôle orienté, arrive à faire la différence. Et puis Boniekashi arrive au fond, et puis là, bah, il met un magnifique centre rater tendu. Et puis là, De Massai en grand buteur, parce qu'on pourrait croire que c'est un but facile, mais pas du tout, parce qu'elle vient à peine un peu derrière lui, et en Elle plus, vient fort. il y a un petit rebond juste avant qu'il shoot, parce que le Stadio Comunale, c'est pas non plus un stade de première ligue anglaise, hein, donc c'est pas non plus un billard. Donc il y a un petit rebond, mais là, on voit qu'il arrive à mettre son poids du corps, qu'il arrive à stabiliser son poids du corps, et puis à marquer avec un plat du pied. Et puis bah, là, c'est encore l'énième démonstration que cette année, nous avons un grand buteur, et ça fait plaisir. Ouais, parce que des Maasai, on a beaucoup évoqué son abattage et puis sa justesse technique sur ce match, mais c'était sa première grosse occasion personnellement. Hein. Personnel à lui, je crois il en a pas eu beaucoup sur ce match. Il a beaucoup fait travailler ses coéquipiers. Il a été assez peu servi à la conclusion, mais lui, il lui faut une occasion et ça finit au fond. Une grosse occasion et ça finit au fond. C'est vraiment, je peux que plus voyer ce que tu dis, Mathéo. J'imagine dans le COP à ce moment-là, Mathéo, ça a été l'explosion hein, sur ce deuxième but. Oui, oui, alors c'est sûr que on avait commencé à sentir bien les choses. On a commencé, plus les minutes passaient, plus on se disait ça sent vraiment bon. Maintenant, on sait très bien enfin, enfin, qu'est-ce qui peut suffire pour faire basculer un match de Xamax dans le bon et dans le mauvais sens. On en a été témoin justement le printemps passé quand on va gagner ce match dans les toutes dernières minutes. Donc tant que le but de la sécurité est pas mis, on tremble. Et c'est vrai que finalement on était très très satisfaits tous. Une belle explosion de joie comme sur le premier but. T'as dû en voir t'as dû apercevoir ça rapidement depuis où t'étais assis dans le stade, mais Totalement, ouais. c'était, c'était un très beau moment de joie et de communion entre nous. Ouais. Et clairement. Et puis, preuve aussi que le 11 a été excellent. Les premiers changements et seuls changements du match interviennent peu de temps après cette réussite, puisque le trio, sur les côtés, et le trio offensif sort, puis Führer, Cabral et Koné remplacent Onyekashi, Demassai et Ramidzi. Et puis, en fait, on a souvent demandé à Forte, hein, on est les premiers des fois à s'être demandé pourquoi Uli Forte faisait des changements aussi tard. Mais par contre, sur ce match, il n'y a rien à dire. Il n'y avait absolument rien à changer. L'équipe était bien en place. Il n'y avait aucun joueur qui était fatigué, qui était à côté de son match. Varam, jusqu'à la 83e minute, il n'y a aucune raison de faire des changements. Non, absolument, hein, on a été en maîtrise totale. Il n'y a aucun joueur qui a sous-performé. Tout le monde a fait un gros match d'équipe. Tactiquement, on était en place. Le plan a été respecté à la lettre. Si vraiment on veut faire la fine bouche, peut-être que sur
dans les derniers 30 mètres, quelquefois, sur l'avant-dernière passe ou la dernière passe, peut-être qu'il a manqué un peu de justesse, mais voilà, là, on va vraiment chercher la petite bête, mais non, non, on a été, voilà, c'est la prestation la plus aboutie, sérieux. On a été sérieux, on a été appliqué. Et puis on a été quand même relativement efficace, hein, parce que des occasions on en a eu, mais on n'en a pas eu non plus 70. Hein, Mhm. donc voilà, donc non, non, on a vraiment fait un super match. Et puis effectivement, il faut pas changer pour changer. Hein. Ouais. La récompense, une victoire 2-0. On n'a absolument pas tremblé dans les dernières minutes et on sentait vraiment que plus que les 3 points, l'équipe voulait préserver ce clean sheet. On s'arrachait sur tous les ballons, on prenait pas de risques, on dégageait quand il fallait dégager. Donc à la clé, cette magnifique victoire 2-0. Messieurs, j'aimerais encore vous entendre sur le côté un peu polarisant que peut nous faire ressentir Pascal Onyekachi. Pascal Onyekachi, logiquement élu homme du match sur les réseaux sociaux officiels du club. Évidemment, hein, il marque le premier but, il fait un superbe assist sur le deuxième but, donc il est impliqué sur les 2 buts du match. Mais c'est un joueur qui est quand même extrêmement polarisant. Donc il est capable de Usain Bolter n'importe quel défenseur en face de lui. Honnêtement, j'en ai pas trouvé un seul encore qui lui tenait tête en termes de rapidité pure. Il n'est pas dénué de qualité à la finition, hein, parce qu'il n'a pas marqué des buts tout faits. Il fallait quand même aussi après placer la bonne frappe, mais extrêmement polarisant parce qu'il est capable de nous énerver en ratant des contrôles ou des passes assez simples, ou alors des fois il est tellement rapide qu'on a l'impression que le ballon on le suit pas et il s'embrouille un petit peu. Voilà, ça risque d'être un peu comme ça toute la saison. Pascal Onyekachi, vous en pensez quoi, vous, messieurs? En même temps, un joueur précieux qui marque des buts, qui délivre des passes décisives, mais qui est capable aussi de rater des fois des choses pas très compliquées, on va dire. Moi, ce que je note surtout dans le geste de la passe décisive d'hier, c'est finalement la spontanéité du garçon, quoi. Et ce genre de spontanéité-là, ce genre de prise de risque-là, comme sur le contrôle orienté qu'il fait, où il enrhume complètement son défenseur, ça démontre quand même qu'il garde une grande confiance en lui, malgré sa période de passage à la cave que tu évoquais tout à l'heure, Varam. Franchement, quand je vois le match qu'il fait hier et les 2 actions qui apportent les 2 buts, je vois absolument pas un joueur quasiment absent des pelouses pendant tous ces mois-ci et qui a dû se cantonner à un rôle de remplaçant quasi fixe. J'ai l'impression d'avoir en face de moi un joueur qui, je sais pas, qui en est à son 6e match titulaire et puis qui sur les 6 matchs qu'il a joué, il en a peut-être 4 ou 5 où il est décisif. Moi, je suis vraiment impressionné sur ce 2e but-là par la spontanéité du geste, quoi. Parce Ouais, que puis la qualité technique, parce que ouais, la la qualité passe, technique, la il faut lever la spontanéité, les tête, il faut risques, voir l'appel de Demassai, mais ensuite, il faut réaliser le geste et il la met pratiquement parfaitement. On va pas être trop exigeant non plus. Et elle pouvait être peut-être juste 50 centimètres un peu en avant pour que Demassai la reprenne plus facilement, mais il arrive quand même c'est quand même un ballon qui est exploitable pour un bon attaquant. Donc c'est très polarisant. Alors là, je vais peut-être dire une lapalissade, hein, mais c'est surtout valable avec un joueur comme Onyekachi. Quand on arrive à jouer avec les qualités, plus avec les qualités d'un joueur qu'avec ses défauts, eh bien, on arrive à faire quelque chose. Dans un système où on joue en transition, avec des passes courtes, rapides, un Pascal Onyekachi, où il faut vraiment beaucoup de justesse technique dans les passes courtes, dans le 1 contre 1, eh bien, un Pascal Onyekachi aura beaucoup plus de peine à exprimer ses qualités que dans un système dans la verticalité. Et on voit, par exemple, que Lavdry Maïroulaou, il a des qualités aussi pour faire ses passes en avant. C'est sa 3e passe décisive de la saison dans ce rôle-là, c'est-à-dire en lançant un joueur dans la profondeur. Donc, quand on arrive à exploiter ça et quand on peut compter aussi avec l'aide d'une défense pas très en place, hein, la défense de Bellinzone, on va pas se cacher, sur les phases de transition comme ça, ils étaient en souffrance. Eh bien, ça donne quelque chose. Alors oui, il va rater des choses, mais si ça finit chaque match
ça finira pas comme ça, hein, mais si à chaque match il arrive à faire un but ou une passe décisive, eh ben on peut peut-être lui pardonner aussi certaines errances. Vous en pensez quoi, vous, messieurs? Bah, disons que sur Onyekashi, on voit que c'est un joueur qui est un peu brut encore, hein, donc il a des qualités qui sont certaines. Il a une grosse pointe de vitesse. Devant le but, il est quand même relativement adroit. Mais c'est vrai que, par exemple, le match de hier, alors il marque le but, il fait la passe D. Alors voilà, il est clairement décisif. Mais si on enlève ces deux fulgurances, il a été relativement discret. Dans son travail défensif aussi, il fait pas beaucoup les replis et les efforts également. Et connaissant le coach, qui est quand même assez attaché à la phase défensive, je pense que on comprend mieux pourquoi aussi il a passé quelques matchs sur le banc. Donc je pense que c'est un joueur qui est encore brut. Tactiquement, il doit encore s'affiner. Je pense que dans la constance aussi, dans la concentration sur tout un match, des fois il sort un peu du match. Et puis des fois, techniquement, il est capable de faire des très belles choses comme ce contrôle orienté sur le deuxième but. Et parfois, il rate un peu des contrôles qui sont relativement élémentaires. Donc, je pense que c'est un joueur qui doit travailler plus. Je pense que c'est un joueur sur lequel il faut travailler aussi plus parce que je pense qu'il faut, ça c'est au staff de le faire travailler. Mais c'est un diamant brut et je pense que si on arrive à le polir d'un peu, ça peut vraiment devenir un joueur qui peut être important et très intéressant pour notre cause. Ouais, totalement. Effectivement, je plus vois ce que tu dis. Et puis, je pense que Onyekashi, c'est un joueur qui va aussi progresser dans les domaines que tu citais, le repli, l'aspect tactique, dans la capacité à défendre de l'équipe. Il va plus, à mon avis, progresser s'il est dans un environnement où il continue à régulièrement aligner des buts ou des passes décisives. Et voilà, je pense que c'était un bon match pour l'aligner lui. Et puis profiter d'une pelouse glissante qui a accéléré encore les passes en profondeur. Et voilà, ben on peut lui rendre hommage à lui sur ce qu'il a fait, et puis aussi à Oli Forte pour ce choix en complément de ce qu'on disait déjà sur la performance de Giovanni Bamba. Donc voilà, un match plein, et puis ça sera à confirmer vendredi prochain, mais on en parle tout de suite dans le briefing du prochain match. Messieurs, encore un mot pour la conclusion de ce briefing, de débriefing, pardon. Moi, je dirais simplement que, comme je dis, la grosse satisfaction, c'est qu'on réussit, enfin, on démontre cette saison qu'on réussit à se déplacer sur des terrains aussi périlleux que celui de Bellinzone, en allant chercher non seulement une victoire, mais en allant chercher une victoire où on démontre une maîtrise. Et ça, c'est des signes de maturité, enfin, de prise de maturité qui sont encourageants pour la suite cette saison, pour autant qu'ils se confirment. Ouais, Varane. Je vais dans le sens de ce que Matteo a dit. Je pense que hier soir, on a fait la preuve de maturité. Je pense qu'on a grandi. Maintenant, j'espère pas qu'on va faire trois pas en arrière au match contre Ville. Mais voilà, je pense qu'on a grandi. On a vu une équipe qui était sûre d'elle et puis des joueurs qui étaient convaincus de leurs moyens aussi, ce qui était peut-être pas toujours le cas avant, où des fois on était plus dans la réaction que dans l'action. Et là, vraiment, j'ai vu de la maîtrise de A à Z. Et je sens vraiment une équipe qui monte, qui prend confiance. Et là, j'ai vraiment vu tout le monde qui avait la bave aux lèvres. Et là, j'ai vraiment senti, peut-être pour la première fois cette saison, que les joueurs sont convaincus qu'ils peuvent le faire. Alors Varane, tu as aussi la bave aux lèvres, mais c'était pas pour les mêmes raisons, toi. Voilà, exactement. Ok, alors on peut conclure ce débriefing et puis passer au briefing tout simplement du prochain match. Voilà, alors vendredi prochain, c'est le FC Ville qui se déplacera à la Maladière. Quelques données statistiques sur le FC Ville et puis aussi sur nous, hein, quelque part. Donc le FC Ville actuellement, ils sont 7e du classement avec 14 points. On va dire qu'ils ont profité du manque de rigueur du FC Bellinzone en ouverture de championnat pour prendre 3 points sur le tapis vert, mais sinon ils seraient à 11 points, ce qui les placerait à égalité à l'avant-dernière place
avec Chafouz seulement 1 point devant le Stade Lyonnais. Là, il devance encore du coup le SLO. Le FC Ville a marqué 17 buts depuis le début du championnat, dont pratiquement un quart contre nous. Dit comme ça fait mal. Ils ont pris ce qui la place comme 6e attaque du championnat, donc ça correspond plus ou moins à leur classement au championnat. Par contre, ils ont pris que 16 buts, enfin, vous me direz que c'est quand même plus d'un but par match, mais ça les place quand même à la deuxième défense ex-aequo du championnat, puisqu'il n'y a que le FC Thun qui a pris 11 buts, mais sinon, il y a 3 équipes à 16. C'est le FC Haro, le FC Ville, donc, et puis le FC Stade Lausanne-Ouchy. Donc globalement, voilà, ça marque beaucoup de buts et ça, du coup, forcément, ça prend aussi beaucoup de buts globalement en Challenge League. Au niveau de la trend, il reste sur les 5 derniers matchs, il reste sur un nul, une défaite, un nul, une victoire, un nul, donc un score relativement moyen. Leur dernier match, c'était pas plus tard qu'aujourd'hui, ils ont fait 0-0 contre le FC Vaduz dans leur Lidl Arena. Et puis, à l'extérieur, c'est la 7e équipe du championnat, donc ça correspond pile à leur classement actuel. Ils ont quand même empoché 2 victoires, mais ça inclut la victoire sur tapis vert. Un nul et puis 3 défaites. Au niveau des joueurs à surveiller, les leaders statistiques, eh bien, il y a 4 joueurs qui sont à égalité avec 3 points. Donc, on a 2 joueurs qui ont scoré 3 buts. C'est l'attaquant Felipe Borges et puis le capitaine Castrillo Tendao. Et puis, on a un joueur qui a délivré 3 passes décisives, c'est Nico Mayer. Et puis, le 4e joueur, vous le connaissez bien, messieurs, il a marqué 2 buts contre Xamax, on va préciser, et délivré une passe décisive, c'est l'attaquant Simone Rapp. Donc là, messieurs, à titre comparatif, je viens de vous citer les 4 meilleurs pointeurs du FC Ville. Avec des chiffres comme ça, ils ne seraient même pas dans les 4 meilleurs pointeurs xamaxiens. Puisque là, on a Kelkim Demassai qui en est à 6 buts et 5 passes décisives. Hussein Touati, on est à 3 buts et 3 passes décisives en ayant manqué quand même plusieurs matchs. Sans doute qu'il aurait un meilleur score s'il n'avait pas été blessé. Pascal Onyekashi soigne ses statistiques après le match contre Bellinzone. Il est né à 4 buts et 2 passes décisives. Et puis, à la 4e place de ce classement, on trouve notre deuxième avant-centre, Koro Kone, qui a déjà scoré 2 buts et délivré 2 passes décisives. Ça montre le gap, on va dire, d'un point de vue offensif entre Xamax et Ville, mais prudence quand même, parce qu'au match aller, la tendance a été complètement inversée. Le FC Ville nous avait donné une leçon, messieurs, vous vous rappelez sans doute de ce match, hein. Comment l'oublier? Ouais, je pense que c'était avec le match perdu en coupe contre le FC Bienne. C'était le pire match de notre période creuse là de début. Il faut quand même la qualifier de début de saison, hein, puisqu'elle est intervenue après 3-4 bonnes prestations d'ensemble. Mais ce match aller à Ville, c'était sans conteste notre pire prestation de ce début de saison, toute compétition confondue. Il n'y avait rien qui avait tourné dans notre sens ce soir-là. Notre défense était complètement en souffrance. Les attaquants de Ville s'étaient baladés. C'est dire, on avait pris une aile de pigeon de Simone Rapp. Donc, ouais, c'est pour montrer à quel point ce match nous avait fait mal. Ouais. Alors, prendre une tête de Simone Rapp, c'est pas une honte, mais prendre une aile de pigeon de Simone Rapp, c'était quand même plus compliqué à avaler pour les supporters de Châteauroux, vu qu'il avait pas réussi des gestes plus simples chez nous. Alors, du côté du FC Ville, il y aura aucun joueur suspendu pour le prochain match. Ils avaient 2 joueurs suspendus lors de ce match-là. Et à noter que Castrillo Tendao en était déjà à sa 2e suspension. Il avait déjà pris 8 cartons jaunes. Du coup, sur 11 matchs, 10 matchs même, puisqu'il avait déjà été suspendu un match. C'est une moyenne à la Pietro Di Nardo, ça, j'ai envie de dire, hein. 8 avertissements sur 10 matchs.
Et puis, ils n'ont pas, à mon avis, j'ai pas non plus regardé peut-être comme il faut, mais à mon avis, ils n'ont pas de joueurs blessés non plus. Donc, ils vont se présenter avec sauf Poisse pendant la semaine à l'entraînement, mais ils vont se présenter avec un contingent au complet. Ce qui ne sera pas notre cas. Alors, au niveau des blessés, on a toujours Roland Dongo, Salim Ben Seguir qui ne seront pas là. Concernant Angelo Campos, bah, on ne sait pas trop. Hein, il était à disposition et il avait eu du temps de jeu même, je crois, contre Carouge. Ou je suis plus sûr, mais en tout cas, il était à disposition. Là, il n'était même pas sur le banc pour ce match contre Bellinzone, donc à voir s'il sera disponible ou pas. Et puis, la grosse tuile ou la semi-tuile, on va dire, c'est la suspension de Johan Epito qui a pris son 4e avertissement. Donc, quand on brief ce match, messieurs, on va peut-être commencer par ça. Selon vous, qui va épauler Lavdry Maïroulaou au coup d'envoi de ce match contre Ville? Faites vos jeux. Moi, je dirais Soro parce que Ajrovic, j'ai l'impression qu'il est vraiment à la cave et que les quelques matchs qu'il a été aligné cette saison, il est vraiment à la peine. Hein. Donc, moi, je pense que ça sera Briani Soro qui va prendre la place de notre Johan national. Ouais. Tu es du même avis, Mathéo? Je suis du même avis. Ouais, moi je suis aussi d'accord. Je pense qu'on aura peut-être un petit ajustement. Je pense que Soro va garder ce poste de central plutôt droite. Donc je pense il va faire coulisser Lavdry Maïroulaou sur le côté gauche, enfin comme défenseur central gauche. Je serais surpris qu'il aligne Soro sur la gauche au poste de Yohan Epito, mais peut-être que ce serait le cas. En tout cas, comme avec la suspension de Touati, c'est ça qui est une bonne chose, c'est qu'il y a une semaine pour préparer ça. Donc voilà, s'il décide que Soro sera aligné sur la gauche d'Aïroulaou, bah il y a une semaine pour travailler les plans de jeu et puis voilà, parce que ça peut être un petit détail, mais quand on joue sur la gauche ou la droite, des fois ça peut changer un peu la vision, ça peut changer certaines choses. Donc voilà, s'il y a assez peu de doutes sur le fait que c'est Soro qui joue, bah, la petite surprise, ça sera peut-être ça. Et puis la deuxième question qu'on se pose, si il apparaît à mon avis assez clair que sauf Pépin, Hussein Touati récupérera une place de titulaire dans le 11, où va-t-il jouer selon vous, messieurs? Bon, a priori, il pourrait très très bien récupérer son rôle de meneur de jeu. Je pense que c'est quand même un joueur qui nous a fait briller et qui nous a amené un vrai plus en jouant à son poste de titulaire toute la saison. Et je pense pas que c'est un match d'absence qui va forcément bousculer à ce point-là les plans de Forte. Ouais, Varane. Bah, c'est difficile à dire. Moi, j'espère sincèrement que le coach va reconduire ce triangle magique au milieu et que Hussein va retrouver son poste d'ailier droit. En tout cas, ça, c'est mon souhait. Maintenant, c'est le coach qui va décider. Parce que déjà, bah, je pense qu'on est beaucoup plus équilibré, comme on l'a dit, avec ces trois au fait au milieu. Il y a beaucoup plus de couverture, on est beaucoup plus d'imprévisibles, on est beaucoup plus complémentaires aussi. Et puis, mine de rien, sur les côtés, il y a quand même pas mal d'énigmes. Hein. Malheureusement, Roland Wendongo, qui je pense devait jouer titulaire, en tout cas c'était, je pense, dans le plan initial, on l'a très peu vu, voire quasiment pas vu à cause de blessures. Lentini, c'est un jeune qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que voilà, il est encore jeune, même il a montré certaines qualités. On a vu que Fourer, encore des fois, c'est un peu tendre, donc peut-être. Comme on l'a dit, il est rentré dans une mauvaise spirale, donc peut-être voilà lui faire des bouts de match. Boniekashi, on voit qu'il est un peu sur courant alternatif. Donc c'est vrai que sur les côtés, on a pas mal de points d'interrogation et je pense qu'Hussein à droite, c'est son rôle naturel, même s'il a été très bon en 9,5. Mais c'est vrai que moi, ce que je souhaiterais, c'est ce fameux milieu à 3 avec Hussein, Hussein à droite, Samir à gauche et puis notre ami de Massaï devant.
Ouais, je pense que ce serait une belle composition. Et j'irais même un petit peu plus loin, Varane, avec un Hussein Touati à qui on donne beaucoup de liberté. Je pense qu'un Oui. Giovanni Bamba, si Hussein Touati décide d'un peu se balader dans l'axe, il peut aller lui sur le côté droite pour un peu boucher ce côté au cas où il y a une perte de balle et puis que derrière ça part en compte rapidement. Tu disais avant, hein, dans ces formations un peu modernes où ça travaille plus dans les relations entre les joueurs sur le terrain, quoi. Vraiment à leur attitrer des postes. Et un Hussein Touati, il peut, à mon avis, beaucoup s'épanouir dans un système où, ok, il a peut-être un poste au moment du coup d'envoi. C'est quand même le poste où il doit évoluer le plus souvent, mais il peut avoir la liberté de se balader et puis la liberté de repiquer dans l'axe, de pouvoir peut-être donner des bons ballons intéressants comme il sait très bien le faire. Et puis ouais, de le voir aligné peut-être aux côtés de Giovanni Bamba comme ça dans ces rôles-là, ça peut à mon avis être très très intéressant. Et puis si ça déstabilise Bellinzone sur son terrain, ça peut très bien déstabiliser le FC Ville à la Maladière, même s'il y aura peut-être moins l'effet de surprise, même si Ville aura aussi une semaine pour visionner notre match et puis essayer de développer une tactique pour nous contrer. Mais c'est relativement prometteur. Enfin, en tout cas, ça fait saliver d'avoir une composition comme ça. Alors, je pense que sur le fond, vous êtes assez d'accord, messieurs. À domicile, maintenant, quel que soit l'adversaire, on doit viser les 3 points. Je pense que si on veut lutter pour les premières places, voire carrément, mentionnons-le, lutter pour la promotion directe en Super League, on doit ambitionner battre tous nos adversaires à la Maladière. Prudence quand même, le FC Ville ne nous réussit pas beaucoup, même à la Maladière, hein, ces dernières années. On reste sur 2 fois 2-2, assez mortifiant la saison passée, 2 matchs qu'on aurait largement dû gagner. Mais voilà, les chiffres actuels de la saison parlent quand même pour nous et on doit être capable de produire du jeu et de battre ce FC Ville à domicile, messieurs. Oui, le symbole, enfin la preuve ultime qui démontre qu'on arrive à vaincre nos démons, c'est finalement de gagner, de briser les tabous en fait des saisons précédentes. Et c'est vrai que Ville, tu l'as dit, c'est un tabou depuis plusieurs années. Alors encore qu'on ait de la peine à les jouer euh, à la, à la Lidl Arena et qu'on perde souvent là-bas, c'est une chose, mais qu'on ne réussisse pas une fois à nous imposer notre loi à domicile face à cet adversaire-là qui est loin d'être une machine de guerre hein, dans ce championnat. C'est une bonne équipe, mais franchement, quand on voit les adversaires contre lesquels ils perdent durant la saison, Xamax n'a rien à envier à ces adversaires-là. Donc, comme le Tessin était une épreuve de vérité ce week-end, Ville en est une autre le vendredi prochain, ça c'est clair et net. Oui, Ville, c'est une équipe qui se connaît bien. Et puis, ils avaient pratiqué un beau jeu, hein, on va rien leur enlever. À la de l'Arena, ils avaient bien profité de nos errances. Mais dans la physionomie, on doit aussi assister à un match complètement différent, Varham. C'est à nous d'imposer vraiment les choses. Oui, absolument. Ben, je vais pas vous cacher que Ville, c'est l'adversaire qui m'a fait le plus de cheveux blancs. Parce que comme l'a dit Matteo, c'est que souvent on a de la peine chez eux, mais on a également de la peine chez nous. Et j'ai pas la statistique, mais j'aimerais voir sur ces dernières années, ces derniers matchs, combien de fois on les a battus. Et je pense qu'on serait assez surpris parce que c'est une équipe qui nous met souvent en difficulté. C'est une équipe qui est pas là pour faire du spectacle. C'est, on va dire, une équipe un peu suisse-allemande, un peu vintage, c'est-à-dire que ça met des coups, ça impose un combat physique. C'est une équipe assez teigneuse et c'est vrai que c'est une équipe qui nous pose souvent passablement de problèmes. Et ça va être un peu un deuxième test de maturité. Donc on a réussi le premier, où on a enfin réussi à faire un match plein. Et là, si maintenant on veut vraiment avoir l'ambition de viser haut et de jouer cette fameuse promotion. C'est le genre de match qu'on doit impérativement gagner et je dirais même qu'on doit mettre la manière également parce que
si on veut monter, ça passera inévitablement par les prestations et par le jeu. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir deux, trois petits éclairs de génie d'à gauche à droite. On doit faire des matchs pleins. Comme on l'a vraiment très très bien fait samedi contre Bellinzone. Maintenant, il faut qu'on enchaîne. Et puis là, je pense qu'on a vraiment une base solide. Et puis si on veut être ambitieux, le mot d'ordre sera la régularité. Ouais, totalement. Donc voilà, c'est de nouveau un match. Alors tous les matchs sont importants, mais c'est un match central à domicile pour confirmer nos ambitions face à un adversaire qui nous convient peu. En général, tu parlais de briser les tabous. Moi, je parle de briser comme ça un peu un espèce de plafond de verre. De casser une dynamique qui dure depuis maintenant plusieurs saisons et puis de prouver que voilà, cette année on a enfin une équipe qui est capable de jouer les premiers rôles dans ce championnat de Challenge League. On se répète peut-être d'une semaine à l'autre, mais il y a un niveau tout à fait abordable pour une équipe qui joue comme elle a joué samedi dernier à Bellinzone ou bien sur d'autres solides prestations qu'on a vues en ce début de championnat. Donc voilà, on doit parvenir à complètement accrocher ce wagon de tête. Et puis le wagon de tête, peut-être que le FC Haro arrivera aussi à accrocher. Hein. Ils sont en train de bien remonter. On a quand même déjà un petit matelas de 4 points sur eux. Donc voilà. Moi, je m'attends à un match quand même difficile. Hein. Le FC Ville, ils vont se battre sur chaque ballon, c'est clair. Ils vont pas arriver en victime expiatoire, comme on dit. Mais voilà. Donc comme notre internaute, notre auditeur Alain, on espère aussi que après la contre-performance contre Carouge, mais avec ce match de Bellinzone, le public va quand même se déplacer, venir encourager les joueurs à la Maladière, parce que voilà, c'est une équipe, quand elle joue bien, elle fait quand même plaisir à voir par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières années. Donc voilà, on se réjouit. Moi, je me réjouis personnellement de ce match contre Ville. Et puis on espère une victoire à la clé. Voilà, vous avez encore quelque chose à dire, messieurs, sur le briefing de ce prochain match? Pas pour ma part. Non, je crois qu'on a été complet. Ok. Alors, on va passer à la conclusion de l'épisode. Voilà, pour la conclusion, j'ai pas énormément de choses à vous dire. J'ai une chose à vous dire, mais elle est évidemment très très importante. Depuis un peu plus d'une semaine, il y avait un concours avec un maillot dédicacé et floqué de Hussein Touati à gagner. Le concours s'est terminé hier soir. Et puis, j'ai effectué moi-même avec une application le tirage au sort. Alors, je diffuserai ça en story. Probablement que la plupart d'entre vous, quand vous écouterez cet épisode, vous aurez déjà vu le résultat. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je peux annoncer que c'est Séverin qui a gagné ce maillot. Et puis, on prendra contact avec lui directement sur sa page Instagram pour voilà. Donc, félicitations à toi, Séverin. Merci à toi de faire partie de nos auditeurs. Et puis, bien entendu, merci à vous tous qui avez participé à ce concours. On a eu à peu près 10% de nos followers sur Instagram qui ont participé. Donc, c'est un assez bon score. Et puis, on espère aussi avoir, on lance un petit appel comme ça, mais on espère avoir régulièrement des concours comme ça et vous faire gagner des objets en lien avec Neuchâtel Xamax. Et puis bien évidemment, on te remercie toi, Hussein, on sait que tu nous écoutes, donc voilà, tu nous avais promis ce maillot à la base pour nous, mais on a décidé de le faire gagner à la communauté. Tu étais totalement en accord avec ça. Donc voilà, c'était un peu la seule chose que j'avais à vous dire. Donc, merci à vous, chers auditeurs, comme d'habitude. Merci à vous aussi, les animateurs. Et puis, bonne semaine à tous et on se réjouit de vous voir nombreux à la Maladière et puis ensuite de débriefer ce match le week-end prochain. Et non, ça me fait penser que j'ai encore une autre chose à vous dire et pas des moindres.
La semaine prochaine, nous aurons un invité, et pas des moindres, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Bastien Geiger. On se réjouit déjà beaucoup de l'avoir à l'antenne de Xamcast. Il aura, je pense, beaucoup de choses très intéressantes à nous raconter sur son passage dans le club rouge et noir. Voilà, merci à vous les animateurs, et bonne semaine à tous. Bye bye. Bye bye l'équipe. Bye bye.